Aujourd'hui, c'est mardi. Vous êtes donc bien sur Radio Grenelle. Je serai la voix du Dendrobat Doctor et nous sommes ensemble pour faire l'état de la recherche sur l'épidémie de Covid-19. Cette semaine, on active les commentaires sur YouTube. Ils vont pas oser. On n'aura pas trop le temps de modérer correctement ici. Et on espère que cet espace restera courtois, sinon on sera obligé de fermer. Bah oui, mais bon. Dans tous les cas, merci de nous soutenir sur Tipeee. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Bienvenue à tous sur l'écho des labos. Fake de la semaine. Aujourd'hui, je vais vous partager un fake qui m'a été soumis par un lecteur. Ça vous permettra de vous montrer comment on travaille. Et oui, je dis on car notre vaillant modérateur a entamé une bonne partie des recherches pendant que le Dendrobat Doctor était en train de finir de rédiger un papier dont la deadline était en retard. Ma maman aussi, elle dit que j'ai un retard. Mon Dieu, il est encore là. Le vaccin est plus dangereux que le Covid. C'est ce que prétend le billet en question, soi-disant d'après une étude israélienne. Or, vu comment la campagne de vaccination avance chez eux, les chiffres d'Israël sont scrutés de très près. Donc ça se saurait. Mais bon, admettons. Et regardons donc d'encore plus près. Oh, j'ai pas mes lunettes. Déjà, le site qui annonce ça donne la couleur tout de suite. Parmi les onglets disponibles pour trier les articles, on a la catégorie Great Reset, qui est une théorie du complot, propagée notamment par Hold Up et les QAnon. Donc ça part mal. Mais bon, admettons. Après tout, l'article, qui en fait est un billet de blog, donne des noms et des sources. On peut aller vérifier. Et parmi les sources citées, il y a une interview de Didier Raoult dans France Soir. Non mais pose cette pelle, Peter. Et c'est qui Peter? Bah Peter le Fossoyeur. Mais bon, admettons. Faisons abstraction des sources que l'on sait toutes craquer et regardons ce qu'on ne connaît pas. Le billet parle d'une publication dans le journal The Defender. Mais il s'agit là d'un journal de presse, pas d'un journal scientifique. On ne peut donc pas parler de publication au sens d'étude. Donc ce n'est pas une source valide. Il est aussi mentionné que ce constat et les explications qui le détaillent ont été faites par l'America Frontline Doctors, la FLDS. Celle-ci se base sur des chiffres obtenus par d'autres. Mais regardons déjà ça. Un bref tour sur Wikipédia nous apprend qu'il s'agit d'une organisation politique américaine proche du Tea Party, opposée au confinement et anti-masque. Ah oui, quand même. Mais bon, admettons. Peut-être que les gens dedans sont compétents quand même. Non. La fondatrice de l'AFLDS, Simone Gold, est connue pour être un médecin anti-vax et avoir répandu des fausses infos sur le Covid depuis le début de l'épidémie. Ça fait beaucoup là. Et c'est pas fini. Mais bon, admettons. Ce ne sont pas eux qui ont pondu les chiffres à la base. L'AFLDS appuie les travaux de 2 chercheurs qui affirment que le vaccin de Pfizer a tué environ 40 fois plus de personnes âgées que la maladie elle-même n'en aurait tué. Ouais, c'est du lourd ça quand même. Comment ils ont obtenu ça? En prenant les chiffres officiels israéliens et en les réanalysant. Il fait quoi avec ses doigts là? Je crois qu'il mime des guillemets. Ouais, réanalyser des chiffres ne se fait pas comme ça. Et on va en parler dans la section point méthode de la semaine. Ici, ça ressemble à de la bidouille, et c'est l'avis général de la communauté scientifique là-dessus. De nombreux médias anglophones s'étant déjà fendus d'un débunkage en règle. Je vous mets l'article de Today 24 en description, juste pour que vous puissiez voir qu'on parle de Friends Evening à l'étranger. En fait, il ne reste qu'une question à se poser. Quand on a autre chose à faire de sa vie, à partir de combien de « mais admettons » doit-on lâcher l'affaire? Découverte de la semaine. C'était un constat déjà fait par les réanimateurs lors du premier confinement. Ce n'est donc pas à proprement parler une découverte. Oh là, vous allez pas nous faire le coup toutes les semaines, non, ça s'appelle découverte de la semaine, y a pas de découverte, non mais moi je... Mais maintenant, on a des chiffres. Oui, bon, d'accord. Bon bah enchaîne. Le surpoids est une cause majeure de gravité et de mortalité du Covid. À l'heure où plus d'un Français sur 2 de plus de 30 ans présente des problèmes de poids, et où 15% de la population adulte est obèse, cette donnée n'est clairement pas une bonne nouvelle. Les chiffres sont glaçants. Les patients obèses ayant un IMC supérieur à 30 occupent 47% des lits de réanimation Covid et constituent 2 décès sur 5. L'obésité augmentant de plus dramatiquement encore le risque de devoir être placé sous ventilation mécanique. Les chiffres sont similaires dans tous les hôpitaux, mais je vous mets en description ceux du CHRU de Lille. Aussi, le collectif national des associations d'obèses estime qu'il est urgent d'agir. Si l'OMS reconnaît l'obésité comme étant une pathologie, ce n'est pas le cas de la France. Voilà pourquoi le surpoids n'est pas considéré comme une maladie, pas pris en charge comme tel, et ne permet pas un accès prioritaire à la vaccination. Sur ce dernier point, un rectificatif est sorti la semaine dernière. Il n'est pas encore mis en œuvre, mais je vous invite à le consulter. Vous le trouverez en description car l'obésité n'est pas la seule pathologie à avoir été rajoutée et pouvant potentiellement bénéficier d'une priorisation dans un futur proche.
Piste de la semaine. Groupe sanguin. C'était une info qui courait depuis l'an dernier. J'en parlais pendant les premiers confinements. C'est dire, tout ça, ça ne nous rajeunit pas, il y avait même pas la version audio. J'existais même pas. Mais pour laquelle les preuves s'accumulent. Tous les groupes sanguins ne seraient pas égaux face au virus, et le groupe A serait particulièrement vulnérable. Depuis l'automne, on avait déjà des études danoises et canadiennes allant dans ce sens. Là, c'est une étude américaine qui enfonce le clou. Bien évidemment, je vous mets tous les liens en description. En cause, la ressemblance de certains récepteurs du SARS-CoV-2 avec les galectines. Mais c'est des extraterrestres! Michel, de quoi tu parles? Bah les galectines, c'est les habitants de Galactos dans le système immunitaria qui sont en guerre avec Ce sont des protéines humaines qui se lient facilement avec les antigènes de certains groupes sanguins, Le groupe O est donc relativement protégé. car ces globules rouges n'ont pas d'antigènes. Le O signifie 0 en fait. Pourquoi on dit pas 0 du coup? Eh ben j'en sais rien, Papichel. Et si le récepteur semble avoir plus de facilité à se lier aux antigènes A qu'aux B, il reste à comprendre pourquoi cette fragilité n'est pas plus visible chez les AB. Qui possède pourtant les deux types d'antigènes. Impasse de la semaine. Spoutnik. Le vaccin russe est sur la sellette en Afrique du Sud. C'est un coup dur pour le pays le plus touché du continent. En tout cas, le plus officiellement touché, puisqu'on peine à évaluer la réalité de l'épidémie en Afrique. Les tests étant 300 fois moins nombreux qu'en Europe en moyenne, Et que certains pays nient l'épidémie. comme la Tanzanie, qui a simplement arrêté de transmettre la moindre info depuis avril. Un article du Monde fait le point dessus, je vous le glisse en description. Le problème de l'Afrique du Sud vient En toute logique, de la forte production du variant sud-africain. contre lequel ni AstraZeneca ni Novavax ne sont réellement suffisants. Face au stock limité de Pfizer et de Moderna, Sputnik faisait figure de bouffée d'oxygène. Il n'en sera finalement rien. En effet, le type précis d'adénovirus utilisé par les Russes dans la conception de leur vaccin Le vecteur AD5, est soupçonné d'accroître le risque d'infection au VIH. le virus du sida. Ce n'est hélas pas une information étonnante. Depuis 2013, l'usage de ce vecteur est déconseillé dans les zones où le VIH fait rage. Or, l'Afrique du Sud est un des pays les plus touchés au monde. Près d'un adulte sur 5 entre 15 et 49 ans est porteur. Les chercheurs ont donc tiré la sonnette d'alarme, sommant le gouvernement de prendre les mesures qui s'imposent pour éviter une double épidémie. Je vous glisse l'article du Lancet en description. Mauvaise nouvelle de la semaine. France. On va pas se mentir, le R0, il a cru qu'il était chez Peter Pan et il s'est envolé toute la semaine. À l'heure où je lis ces lignes, il marque à nouveau un fléchissement et les indicateurs de poussée épidémique ralentissent dans la plupart des métropoles. Mais on s'est fait assez de fausses joies comme ça pour que je n'observe pas ça avec circonspection et méfiance. Bonne nouvelle de la semaine. Vaccination. La France a franchi la barre symbolique des 5% de la population vaccinée Du moins primo-vacciné. et la campagne devrait s'accélérer Suite à des nouveaux arrivages à l'ouverture d'AstraZeneca à la tranche 65-75 ans. et à l'entrée prochaine de la Valence de Janssen en Europe. Mais Valence, c'est une ville, non? Non, une Valence, c'est une version du vaccin. On parle de la Valence de Pfizer, par exemple. Ah bon? Ok. La campagne devrait donc s'accélérer si les gens ne traînent pas les pieds. Entre les zones où il est impossible d'avoir un rendez-vous, Et celles où des centaines de doses dorment dans des frigos faute de volontaires, la logistique est un peu à la traîne. mais parce que un peu de joie simple ne fait pas de mal en ce moment, sachez que maman d'Androbat et papa d'Androbat ayant pu être vaccinés, la petite grenouille inquiète qu'est le Dendrobat coasse de contentement. C'est mignon. Primatologie plus vaccin. Combo. Le zoo de San Diego vient d'être le premier au monde à vacciner ses grands primates. En janvier, il avait fait une triste première en abritant les premiers cas de Covid chez les primates non humains Et avait dû placer 8 gorilles en quarantaine. lorsqu'ils avaient manifesté des symptômes, Un vaccin a donc été développé spécialement pour nos cousins. qui sont bien souvent malades des mêmes épidémies que nous et dont les populations sauvages sont régulièrement ravagées par Ebola ou le paludisme. 9 premiers pensionnaires ont ainsi reçu le vaccin. Parmi lesquels Karen, femelle orang-outan particulièrement à risque en raison de son opération à cœur ouvert en 1994 qui avait marqué l'histoire de la médecine. Comme ils se portent bien, les 8 gorilles rétablis devraient également recevoir des doses sous peu. Et les soigneurs qui ont pour mission de vacciner le silverback Wilson, 250 kg sur la balance, prioritaire car il a fait des complications pulmonaires et cardiaques du Covid, ont mon plus grand respect. Qu'est-ce que putain de quoi? Alors, je ne voulais pas en parler parce que à chaque fois que j'en parle, le modérateur doit jouer de la pelle plus fort qu'un fossoyeur en pleine poussée de typhus. Ah, on parle de Peter? Il ne s'appelle pas Peter le Mais fossoyeur. j'avoue que je suis tombé du placard en lisant ça. Oh mon dieu, ça va? C'est une métaphore, Michel. Évidemment, les chercheurs ne tombent pas réellement des placards. Non, ils tombent des bibliothèques et finissent bêtement le jeudi soir aux urgences. Quoi? Pour de vrai? La Dendrobat Doctor est même allée vérifier en écoutant toute la vidéo, alors qu'elle ne supporte plus sa voix depuis des mois. C'est dire. Ah, on parle de... Ouais, on parle de Raoult. Bon,
Donc, visiblement, si l'épidémie a repris, ce n'est pas parce qu'on avait dit Sur la base de tous les modèles épidémiologiques, qu'on savait qu'elle allait forcément reprendre à l'automne, ni parce qu'elle n'a pas de traitement. ni parce que l'immunité est aléatoire. Et l'immunité collective, j'en parle même pas. Non, rien de tout ça. Si elle a repris, c'est parce que les jeunes fument cette nouvelle technologie, la chicha. Mais la chicha, c'est pas une nouvelle technologie. Ah, Raoul t'explique que ces choses-là n'existaient pas avant et que voilà. Bon. Je suis pas spécialement vieux, mais les bars à chicha existaient déjà quand j'étais ado. Ensuite, le risque réel qu'il y ait, Dans ce genre de situation, c'est le même qu'au restaurant ou dans un bar, c'est de se rassembler tous au même endroit en ne mettant pas de masque parce qu'on fume, boit ou mange. s'il y a un risque, c'est celui d'un regroupement physique rapproché sans protection. Mais là, on n'invente pas la poudre en disant ça fait des mois qu'on rabâche la même chose. Enfin, en ce qui concerne la chicha, Plus que le fait de dîner en tête-à-tête, de picoler côte-côte ou de se passer un joint, c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. au niveau des données venant étayer les propos, vous ne serez pas surpris qu'il n'y a absolument rien. Du coup, il paraît que l'IHU de Marseille va lancer ses propres travaux sur les dangers de la chicha. Si. Bon, en vrai, si ça peut les empêcher de nous pondre un nouveau remède miracle tout pété toutes les 6 semaines, moi j'en ai absolument rien à dire. Disons que j'ai absolument rien à redire à ça. Point méthode de la semaine. Le grand voyage autour de la science. 2.3. Produire de la science. La récolte des données. Aujourd'hui, nous continuons notre voyage autour de la science à travers le second grand tronçon. Comment produit-on la science ? Contre toute attente, il est temps de vous présenter le chat. Un chat ? Non, pas un chat, pas le chat. Le CHAT. C'est un acronyme méthodologique que le Dendrobat Doctor a créé pour enseigner à ses étudiants Les bonnes pratiques en matière de gestion de données de recherche. Vous voulez que vos données soient exploitables de manière propre ? Oui. Adoptez le chat. Conserver, harmoniser, actualiser, trier. CHAT. Le chat est votre meilleur ami. Mais moi je suis allergique. Michel, mais comment tu fais pour tout faire capoter à chaque fois ? C'est pas vrai, y en a pas un qui peut le virer de mon salon. Moi j'essaie de bosser sérieusement. En plus t'es stagiaire. conserver. Il faut tout noter. Tout, même les éléments dont vous ne pensez pas avoir besoin. Par définition, c'est à eux qu'il faudra faire appel lorsque vos observations Ou vos expérimentations. feront remonter une anomalie. Vous constatez une mortalité imprévue dans un groupe de patients ? A-t-on noté les fumeurs ? Les parents de familles nombreuses. Les personnes exerçant un métier stressant. Le nombre de points perdus sur leur permis. Vous trouvez un artefact complètement imprévu dans une couche géologique ? Est-ce qu'on a prélevé les pollens ? Parce que je suis allergique aussi. Est-ce qu'on a trouvé les ossements à côté ? Est-ce qu'on a les relevés topographiques de la zone ? Ou même juste mon entier ? Ça fait 3 jours que je mange de la purée. J'ai faim. Vous observez un comportement inexplicablement différent entre deux populations voisines de rongeurs ? Est-ce qu'on connaît leur régime alimentaire ? Leurs heures de sortie en intérieur et en extérieur ? Est-ce qu'il n'y aurait-il pas un bar de rôlistes dans le coin ? Ce dernier exemple est véridique et est personnellement arrivé au Dendrobat Doctor quand elle étudiait la présence des rats en ville. Mais c'est une longue histoire. Faut-il tout noter ? Oui. Oui, et ça évitera les ennuis dont je vais vous parler ensuite. Harmoniser. Il faut tout noter. Mais pas n'importe comment. Surtout quand on travaille en équipe. Il est important de bien choisir la manière de ranger les données De nommer les données. et d'indexer les données. Lors de son master, le Dendrobat Doctor a effectué un stage de terrain. En tant que technicienne de recherche pour des linguistes. La majeure partie de son travail consistait à récupérer En fin de journée, tout ce qu'ils avaient enregistré, fichiers audio, notes tapuscrites, vidéos, etc. le tout en vrac sur son ordinateur. Puis à passer l'après-dîner et une bonne partie de la nuit à tout renommer, ranger, indexer et parfois convertir certains matériels. Produisant des formats de fichiers non compatibles entre eux. Elle leur rendait leur matériel prêt et dispo tôt le matin. Avant le petit déjeuner, Puis elle allait dormir toute la matinée avant d'alterner entre préparer le repas pour une dizaine de personnes et bronzer dans l'air marin. en attendant leur retour. Ce système garantissait une bonne harmonisation des données. Puisque tout était fait par la même personne. Ce n'est pas toujours possible. Mais chacun doit y mettre du sien. Actualiser. Au cours d'une étude, on a des données préliminaires, Michel, dehors. puis intermédiaires, puis finales. L'idée est de bien penser à 1. Marquer les données obsolètes comme étant obsolètes. 2. Permettre de retrouver les données à jour à partir des données obsolètes sans qu'on doive chercher pendant des plombes. 3. Fournir les données récentes sans jamais écraser les données obsolètes. On sait jamais. Lors de son stage, le Dendrobat Doctor gravait chaque matin Avant d'aller se coucher, un CD de données qu'elle marquait au feutre afin de constituer une archive, car la place limitée sur son disque dur obligeait à la suppression des V-2. V étant la version du jour,
V-1 la version juste antérieure et V-2 celle d'avant. Petite anecdote rigolote. Sa camarade de boxe a fini par développer un réflexe conditionné avec le bruit du graveur qui la faisait se lever pour le petit déjeuner. Qu'est-ce qu'on se marre entre chercheurs, dis donc. Trier. Peu importe comment, mais il faut que vos données puissent être isolées et triées. Souvenez-vous du point C. Conserver. Si vous avez tout noté, C'est pour tout retrouver. besoin de sortir juste les patients fumeurs? De corréler les morts au nombre d'enfants qu'ils ont. Si vous avez bien bossé, Votre base de données doit pouvoir vous sortir ça rapidement. pourquoi est-ce qu'elle s'inflige tout ça? Hormis le fait qu'elle sert la science et que c'est sa joie. Et on ne juge pas, ok? Parce qu'elle veut comprendre ce que ces données et ces chiffres disent. On entend souvent Oui, mais on fait dire aux chiffres ce qu'on veut. Comprenez que les chiffres, c'est comme les gens. Si on les torture assez, on peut leur faire dire n'importe quoi. Tu fais super peur, Michel. Ouais, je sais. Oh, maman. Quoi? mais lorsqu'on fait bien les choses, Les données ne racontent qu'une seule histoire. le problème c'est qu'elles ne racontent pas la même selon si on fait son travail bien ou à peu près bien. Avec une même étude, Sans trucage, sans fraude, si vous donnez vos chiffres bruts, si vous les triez correctement. vous pouvez obtenir des résultats complètement différents. C'est qui ça? Voici un exemple pour vous titiller un peu. On parle du traitement contre un cancer et on cherche à savoir si la chirurgie ou la chimiothérapie est plus efficace. Une étude dit que la chimio obtient 76% de guérison, Et la chirurgie seulement 66. donc la chimio marche mieux. Une autre étude dit que ça varie selon la taille de la tumeur. Si la tumeur est grosse, la chirurgie est efficace à 63% et la chimio à 49%. Si la tumeur est petite, la chirurgie guérit 90% des patients et la chimio 82%. Donc la chirurgie marche mieux dans les deux cas. Sauf qu'en réalité, il s'agit d'une seule et même étude. Vous vous trouvez devant ce qu'on appelle le paradoxe de Simpson. Et on ne peut résoudre ce paradoxe que quand on a bien, Très bien. très bien pris soin du chat. Et comme j'ai complètement pompé cet exemple chez Science Étonnante, Je vous mets le lien pour aller voir l'explication de ce paradoxe sur sa chaîne YouTube. piquer le travail des autres, c'est pas trop le style de la maison. Dites, vous auriez pas vu mon chat? Mais vous êtes qui, vous? Bah, c'est ma mère. Comment ça, c'est ta mère, Michel? Oh putain, je vais le crever ce stagiaire de 2. Pousse-toi, de la dégage, papy. Non mais non, Dégage. mais fais pas ça, moi non plus, je l'aime pas, mais bon. En espérant avoir pu apporter un peu de lumière dans le chaos ambiant, je rends l'antenne. Et on y retourne la semaine prochaine car l'épidémie ne se termine pas avec le confinement du Pas-de-Calais. Pose ce tournevis enfin. En attendant, prenez soin de vous et des chercheurs qui bossent dur. Et autant que possible, restez chez vous. Bisous. Non mais je suis sûr qu'il donne même pas sur Tipeee. Et en plus qu'il est même pas abonné. Mais je suis pas un monstre.